La participation. Donc pour la dernière intervention de cette PU, nous avons décidé de faire une table ronde qui réunit les 4 industriels fabricants d'implants. Et je vous remercie de votre participation. Le profit de cette table ronde, c'était de vous donner successivement 10 minutes avec une carte blanche pour traiter votre vision des innovations dans le domaine de l'implant cochléaire, depuis les indications, le rôle de l'udioprothésiste, la technologie, le futur de l'implant, en respectant, je vous en remercie par avance chacune et chacun les 10 minutes imparties, je serai obligé d'être garant du temps, de manière à avoir une vingtaine de minutes pour clôturer cette table ronde par des questions ouvertes de la salle. Et donc par ordre alphabétique d'industriel, on va demander à Madame Justine Didier pour Attenzonix d'intervenir. C'est où du coup le... Il était caché. C'est vrai ? C'est bon. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on va parler d'innovation dans le domaine de l'implant. Bien sûr, moi, je vais vous parler de l'innovation chez Advanced Bionics. Donc, pour ce faire, on va aborder un peu les différents thèmes qui nous concernent finalement au niveau de l'implant. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a comme innovation au niveau des parties internes aujourd'hui, puisqu'on a comme innovation au niveau de nos parties externes. Et enfin, on abordera plutôt des innovations au niveau des logiciels et des mesures qu'on peut faire aujourd'hui. Donc au niveau de la partie interne, chez AB, on est parti, il y a un bon moment maintenant, sur des implants qui étaient à l'époque en céramique, avec un aimant qui était intégré dans le boîtier en céramique. Et puis on a évolué vers des boîtiers titane qui nous ont obligés à sortir l'aimant du boîtier titane. L'intérêt de ces aimants externes au boîtier, c'était qu'on pouvait les retirer. Et notamment pour les IRM, en fait, ça nous a apporté beaucoup, puisque ça nous permettait de retirer l'aimant dans des cas d'IRM à passer. Malgré tout, sur nos dernières générations d'implants ultra, il était possible de garder les aimants pour passer des IRM, mais en restant sur des contraintes, notamment des bandages compressifs, à faire avant les IRM en positionnant une antenne spécifique à magnétique qui allait aider à maintenir en place l'aimant tout en gardant malgré tout quelques inconforts parfois lors des passages d'IRM. Ça nécessitait aussi des déclarations auprès des fabricants. On est obligé d'être au courant pour donner les procédures aux radiologues, etc. etc. Et aujourd'hui, on évolue vers un nouveau type d'implant. On a totalement changé notre système d'aimantation. Et on arrive sur des aimants 3D qui vont n'opposer aucune contrainte au passage d'IRM et qui facilitent grandement la vie des patients, surtout ce genre de suivi médical qui peut arriver dans le futur. C'est particulièrement vrai chez des enfants où on ne connaît pas le futur et ça va être un grand plus de ne pas avoir à se préoccuper de ce genre de problème. Et aujourd'hui, on arrive donc avec cette nouvelle technologie d'aimant qui est une aimantation 3D, c'est-à-dire qu'elle va tourner dans n'importe quelle direction. Donc comme vous l'avez vu avec la petite animation, le boîtier va tourner sur lui-même. Mais c'est pas tout. Lors du passage d'IRM, en fait, les aimants qui sont des rouleaux à l'intérieur vont pivoter sur eux-mêmes et s'aligner au champ magnétique. C'est à nouveau un énorme intérêt, notamment pour les patients en bilatéral, puisque dans le cas d'un patient bilatéral, les aimants, si on n'était pas sur du 3D avec ces rouleaux, ne peuvent pas s'aligner tous les deux éventuellement. Là, étant donné qu'on est sur du 3D, ils vont tourner dans tous les sens s'il le faut. Il n'y a aucune contrainte de position de la tête, plus de bandage, plus rien. Donc le patient, il va sans se poser de questions finalement. Grâce à cette innovation-là, qui est donc toute récente, on a reçu un prix MedTech
pour la meilleure solution globale pour les dispositifs médicaux. Au niveau des parties internes, donc aujourd'hui on ne va plus trop parler d'accessoires, puisque l'objectif c'est d'aller vers le sans accessoires finalement. Donc comme vous en avez sûrement tous entendu parler, AB faisant partie du groupe Sonova, nous allons vers les technologies Marvell, vers l'intégration des technologies Marvell dans nos processeurs. Notre prochaine génération de processeurs arrivera donc sur du Marvell, avec toutes les solutions de connectivité que vous connaissez déjà aujourd'hui sur les aides auditives Phonak, et aussi bien sûr avec de la communication avec les aides auditives spécifiques créées pour les applications bimodales avec de l'implant, qui seront aussi du Marvell, donc sur les mêmes plateformes. Et aujourd'hui, étant donné que malheureusement l'implant ne peut pas avancer à la vitesse de l'aide auditive, c'est beaucoup plus complexe avec les autorisations pour les dispositifs implantables, c'est beaucoup plus lent, et donc on transforme aujourd'hui notre processeur actuel, on le transforme grâce à ce petit appareil qui s'appelle le NIDA CI Connect et qui va nous permettre d'avoir de la connectivité, que ce soit sur Android comme sur iOS, connectivité Bluetooth directe, avec intégré les microphones pour téléphoner sans aucun accessoire, donc plus de tour de cou, plus de système à coller sur le téléphone, plus rien, simplement son processeur et ce petit ajout fixé sous la batterie pour beaucoup plus de simplicité et plus poser la question est-ce que mon appareil est bien positionné, etc. Dernier point, au niveau des mesures et des réglages, est arrivé très récemment le système AIM, donc Active Insertion Monitoring, qui va nous permettre de réaliser de nombreuses mesures, notamment des mesures que nous faisions déjà, donc des mesures NRI qui sont régulièrement faites au bloc, mais aussi éventuellement en routine pendant les réglages. Donc c'est un système qui permet de faire ces mesures-là, mais qui permet également d'aller plus loin en faisant des mesures en direct au cours des chirurgies, avec un suivi via EcoG de l'insertion. Donc on va obtenir de nombreuses mesures dès la chirurgie, et on peut également faire avec ce système-là des mesures en routine lors des réglages. Donc on peut toujours bien sûr réaliser les NRI, mais on va aussi pouvoir réaliser grâce au seuil EcoG une évaluation de l'audiogramme réel, sans appareil bien évidemment, mais des seuils. Ça nous permet aussi de comparer, par exemple aujourd'hui, l'audition résiduelle avant la chirurgie et l'audition résiduelle après la chirurgie, sachant qu'aujourd'hui tout le monde travaille sur la conservation des restes auditifs existants. Donc l'idée c'est d'évaluer ce qu'on arrive à en garder aujourd'hui. Et l'idée avec le suivi, le monitoring lors de la chirurgie, c'est de pouvoir à l'avenir guider le chirurgien. Donc ces solutions-là, elles ont déjà commencé. Cette solution-là, AIM a déjà commencé à être utilisée en routine avec un certain nombre de chirurgiens. Et on voit aujourd'hui, on évalue les différents résultats qu'on obtient pour le futur finalement de la préservation de l'audition. Voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Didier, et on va enchaîner, on posera évidemment les questions à la fin des 4 exposés avec l'intervention de M. Joris Valrevens pour la société Cochléa. Bonjour tout le monde. Merci à Dr Renard pour l'invitation de parler un peu d'innovation de Cochlear. Comme mon accent me trahit, je ne suis pas francophone, je suis flamand, de partie flamand-belge, donc excusez-moi pour ça. Mais avant de regarder au futur, je pense que c'est important aussi de regarder un peu en arrière. Dans les années 70-80, il y avait beaucoup de centres de recherche et d'études cliniques qui ont commencé à développer l'implant cochléaire. Il y avait partout par le monde, mais après une certaine période, il n'y a que 4 qui restent. Donc ils seront ici autour de la table. Et c'est important un peu pour voir qu'est-ce qui est arrivé pour
avoir le succès avec l'implant cochléaire. Donc pour Cochlear, le succès c'est garanti par d'abord comprendre le besoin clinique, mais aussi d'avoir une équipe multidisciplinaire avec une recherche et une science excellente, mais aussi d'avoir le savoir-faire industriel. Comment on peut industrialiser une technique très spécifique et globalisée. Aussi, dès le début, de penser et d'avoir une vision globale, que pas focuser sur quelques pays, mais directement avoir une vision globale. Aussi, les investissements en gouvernement, c'est très important, certainement pour les startups, pour y arriver, et aussi avoir un peu de chance avec le timing. Mais de l'autre côté, il y a aussi une partie qui a besoin d'avoir une vision du marché de masse, une persévérance managériale qui est importante, certainement aussi pendant les périodes où ça va plus difficile, qu'il y a un engagement financier continu. Et au fin moment, de continuer les innovations en permanence. Et c'est ce sujet qu'on va en parler un peu plus aujourd'hui. Donc pourquoi c'est important de continuer de faire des innovations dans l'implant cochléaire? C'est parce qu'aujourd'hui, se faire soigner avec un implant, ça reste encore une course d'obstacles. Il manque de sensibilisation, il y a encore la peur de la chirurgie. Pour certaines, il y a pour avoir une perte de l'audition résiduelle. Les résultats pour certaines sont encore variables. La taille et l'esthétique n'est pas encore au même niveau comme un prothèse auditive, par exemple. Et le parcours de soins, c'est complexe. Et donc, le rôle de l'innovation, c'est d'essayer de baisser les seuils. Au plus tard que ça devient quelque standard of care pour le traitement des implants cochléaires. Mais aussi, comme Julie a dit, les technologies, les thérapies évoluent très 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 vite. Donc dans les années 2005, on avait Facebook, iPhone, Bluetooth, des choses comme ça dans le monde externe. Et 10 ans, 15 ans plus tard, ces technologies sont incluses dans les produits d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire pour les technologies d'aujourd'hui qu'on a parlé pendant les congrès, pendant l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les thérapies génétiques, ce sont toutes les choses qui commencent aujourd'hui et se seront inclus dans les produits du futur. Donc c'est certain, dans 10 ans, 15 ans du futur, les chirurgies seront différentes, les soins seront différents, mais aussi les thérapies seront différentes. C'est pour ça que c'est important de regarder au-dessus et de voir comment on peut apporter cette technologie, ces connaissances externes dans nos produits d'aujourd'hui. Et en Cochlear, nous avons un modèle d'innovation qui se base sur quatre piliers. Le premier, c'est encore le plus important, c'est de faire la recherche et le développement en interne, en global. Donc on a une équipe à Sydney, mais aussi en Europe, à Belgique, à Mougins, ici en sud de France, à Denver, Göteborg. Donc on travaille ensemble. Mais ça ne suffit pas. C'est important d'avoir une partenariat avec des recherches académiques et cliniques, avec des centres qui peuvent apporter des choses cliniques humaines et peuvent donner des exemples et peuvent valider les technologies d'aujourd'hui. Aussi, parce que les technologies s'évoluent très 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 vite, il est important d'avoir des partenaires externes comme Apple, Google, GN Resound, qu'on peut combiner les forces et apporter les technologies externes dans les produits d'aujourd'hui. Et le quatrième pilier, c'est encore au début, c'est aussi d'avoir des partenariats avec des entrepreneurs et des startups. Et par exemple, Sensorion, c'est une entreprise française qui développe des médicaments, des molécules pour préserver l'audition. Et maintenant, nous sommes en phase de voir comment on peut faire les choses ensemble. Et c'est avec ces 4 piliers d'innovation, nous focusons sur quelques domaines d'innovation. Donc le premier, c'est d'améliorer, continuer à améliorer la performance auditive, c'est incroyablement important. Aussi, augmenter la mode de qualité de vie de chacun, développer le connected care, donc les soins comme télémédecine, et essayer d'agrandir encore les indications. Mais je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est au niveau de le Connected Care. Et pourquoi c'est très important de développer ce domaine? C'est parce qu'il est important que nous essayons de rationaliser les soins cliniques.
quand un patient s'est implanté, après l'activation, il y a des suivis après les premières années, les deuxièmes années et suivantes. Mais si on continue à implanter, ça veut dire qu'à un certain moment, pour une certaine clinique, les numéros de visites cliniques s'agrandissent exponentiellement. Et c'est pour ça qu'on essaye de vraiment changer un peu le chemin de in-clinic care, donc tous les réglages et suivis dans le clinique, et de voir comment on peut faire en télésurveillance, comme dit avant aujourd'hui, mais au même moment, peut-être plus tard, aussi comment le patient, pour ceux qui peuvent faire ça, peut faire le traitement lui-même. Donc, la vision à long terme, c'est avec le codage de son naturel, avec les mesures objectives qui sont encore plus améliorées, avec toute notre suite de Connected Care, la connectivité sans fil, et avec l'intelligence artificielle, certainement pour les réglages, c'est possible d'avoir une soin de care plus rationalisé en futur. Le deuxième exemple, c'est dans la qualité de vie, le lifestyle. Donc, nous avons des résultats exceptionnels avec les enfants, avec les enfants certainement en bilatéral. Mais si vous voyez tout le matériel qui est prévu, qui est fourni ici pour les enfants, c'est étonnant quand même. Ils sont très heureux, donc c'est quelque chose qu'on peut améliorer en futur. Et même le stigma de l'esthétique, ça reste quelque chose qui a un seuil pour certaines personnes, certainement pour les jeunes personnes, et les sports. Donc tout ce qui est en natation. Et peut-être en futur, un système totalement implantable peut être une solution pour certaines de ces challenges, de ces défis. Donc aujourd'hui, nous avons déjà un système totalement implantable avec le Cochlear Carina. Ce n'est pas un implant cochléaire, mais c'est un implant d'oreille moyenne qui donne la possibilité d'écouter jour et nuit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous essayons de continuer à apprendre et d'apporter cette connaissance et cette technologie aussi pour l'implant cochléaire. Donc, en résumé, avec notre 4 piliers d'innovation, nous focusons de continuer d'améliorer la performance auditive, d'agrandir les indications pour l'implant cochléaire et au même moment d'augmenter la qualité de vie de notre patient. Et avec le Connected Care, on essaie de rationaliser les soins cliniques. Merci beaucoup pour votre attention. Merci M. Baravin. On donne la parole maintenant à Michel Belaïev pour l'industriel MEDEL. Je cherche le bon répertoire. Où est la présentation ? Voilà. Je remercie aussi l'organisation de nous inviter à cette table ronde. C'est toujours intéressant de communiquer auprès des audioprothésistes parce que vous êtes extrêmement importants dans le suivi de l'implant. Donc moi je vais essayer aussi en 10 minutes, ma présentation a disparu, voilà, de vous présenter l'approche de MEDEL. Voilà. Donc une petite présentation de 10 minutes sur les innovations dans l'implant cochléaire par MEDEL. Alors vous savez que MEDEL est une entreprise autrichienne créée il y a plus de 25 ans maintenant, dont le siège est basé à Innsbruck en Autriche. On est spécialiste dans les solutions auditives depuis plus de 28 ans, avec une expertise technologique reconnue, une activité très fortement centrée sur l'innovation et la recherche-développement. Notre PDG, Madame Orkmayer, étant une des 4 pionnières de l'implant. Tu as présenté les 4 chercheurs qui à l'origine ont participé au développement de l'implant et nous on a la chance d'avoir comme directeur, comme manager, une des pionnières de l'implant. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que l'innovation, la culture de l'implant est vraiment dans l'ADN de MEDEL depuis nos origines. Je vais dans cette présentation parler un petit peu d'aspects liés par exemple à la stimulation et le concept d'électrode atraumatique. Nous on l'a eu quasiment dès le début, depuis les années 90.
On utilise aussi depuis plus de 15 ans déjà dans notre électronique des sources de courant indépendantes et vous verrez l'importance de cette technologie pour ce qu'on appelle un implant future ready, parce que quand on développe un implant en 2004, il faut penser aux patients qui porteront un processeur en 2019, en 2035. Et nous, on a déjà intégré ça dans la conception de nos implants. Et surtout d'avoir une approche incrémentale, step by step. On ne sort pas un nouvel implant radicalement révolutionnaire tous les 2 ans. Non, on s'appuie sur toute l'expérience précédente pour à chaque fois apporter une innovation, que ce soit au niveau des implants parties internes ou des parties externes, en pensant bien entendu toujours à la fiabilité et à ce concept qui est qu'on met un implant chez un enfant d'1 an ou 2 ans qui va porter peut-être 25 ou 30 ans et qui sera peut-être réimplanté 1 fois, 2 fois. Donc il faut toujours penser à ça quand on développe les implants. Évidemment, l'objectif, c'est de faire des implants performants, donc d'avoir aussi un traitement du signal le plus poussé possible, parce que ça reste une prothèse électronique qui remplace un sens qui est l'audition, et c'est extrêmement important d'avoir un système très performant. Et nous, on a toujours essayé de s'inspirer de l'audition naturelle. Donc c'est un concept sur lequel on s'appuie au niveau du développement de nos implants. Et plus récemment sur un concept qu'on appelle l'individualisation, c'est-à-dire de faire des implants adaptés à chaque patient. Il y a 20 ans, 30 ans, on mettait une électrode pour tous les patients. Aujourd'hui, on est dans un concept d'individualisation. Évidemment, tous ces développements passent par l'écoute des chirurgiens qui mettent nos implants, qui mettent les électrodes dans la cochlée, qui mettent l'implant sous la peau, aux régleurs, les audiologistes, les audioprothésistes qui règlent nos implants, et évidemment aux utilisateurs qui vont de l'enfant, le petit enfant d'1 an jusqu'à la personne âgée. Il y a 25 ans, on n'implantait pas les enfants. Pourquoi? Parce que le boîtier de l'implant faisait 12 mm d'épaisseur, il était hors de question d'implanter un enfant. Et grâce à la miniaturisation des implants, on a pu implanter des jeunes enfants, évidemment. Voilà. Donc là aussi, je ne vais pas vous faire une rétrospective de ce qu'on a fait depuis 25 ans. J'ai pris juste les 5 dernières années chez Medel et on a été les premiers à développer par exemple un processeur tout en un. Avec le Rondo 1, depuis 2012, on s'est affranchi du processeur contour d'oreille. Là aussi pour apporter une solution peut-être plus ergonomique pour certains patients. Et puis plus récemment, en 2002, on a intégré par exemple la batterie rechargeable sans fil. On est les premiers fabricants à intégrer le rechargeable sans fil dans l'implant cochléaire. Et ça, c'est tout récent, ça a moins d'1 an. Avec une batterie qui dure 5 ans. Je ne sais pas si vous... Minimum 5 ans. Aujourd'hui, on est sur des batteries qu'il faut changer en moyenne tous les 2 ans. Là, on est passé à 5 ans. Des autonomies de 18 heures par jour, alors que sur les batteries actuelles, on est plutôt à 10, 12, 13 heures. Donc là aussi, on voit l'importance de la R&D. Sur le Synchrony et l'IRM 3 Tesla, je vais en parler plus en détail dans quelques minutes. Enfin, il me reste 4 minutes. Et ces aimants rotatifs qui ont été les premiers à proposer ce concept d'aimant capable de passer des IRM 3 Tesla. On est ici les premiers à proposer une tablette qui permet l'optimisation du choix du porte-électrode et la planification chirurgicale. Je ne vais pas trop parler des processeurs, moi je vais surtout vous parler de l'implant, parce qu'encore une fois, il est implanté pour 25 ou 30 ans. Donc c'est important de savoir ce qu'il y a dans le moteur. Et notre implant, notre électronique, 24 sources de courant indépendantes, on l'a développé en 2004. Pourquoi? Pour avoir un implant qui peut stimuler rapidement la cochlée, et avec ce concept de future ready, c'est-à-dire que les stratégies de codage de demain pourront fonctionner avec l'implant d'aujourd'hui. Ça, c'est très très important. Donc le moteur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'implant, c'est ce que vous ne voyez pas. Vous voyez que la partie externe, et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi aussi, on s'est, dès le début, appliqué à développer des électrodes atraumatiques, parce que la cochlée, c'est un organe extrêmement fragile. Les cellules sensorielles, il faut penser à cette préservation peut-être pour des futures thérapies, pour peut-être des réimplantations, et il faut absolument prendre en compte ce capital auditif d'audition résiduelle qu'il peut y avoir dans la cochlée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose des électrodes extrêmement souples et extrêmement atraumatiques qui s'adaptent aussi à la taille de la cochlée, parce que comme vous le savez, il y a des petites, il y a des grandes cochlées, et encore une fois, il y a 20 ans, on avait une électrode pour toutes les cochlées. Aujourd'hui, on sait que la cochlée, elle varie en dimension de à peu près 24 mm à 35 mm. Donc, ça paraît logique de ne pas mettre la même électrode dans toutes les cochlées. J'ai pris pour exemple ici, à droite, une électrode de 20 mm insérée dans une petite cochlée ou une grande cochlée. Il y a des variations de degrés d'insertion qui vont de 30 à 100, 150 degrés. Et plus l'électrode est longue aussi, on voit les différences d'angle d'insertion en fonction de la taille de l'électrode et de la taille de cochlée. Là aussi, ce sont des concepts assez récents dans l'implantation cochléaire.
Encore une fois, nous on a eu une évolution des implants céramiques dans les années 90, titane dans les années 90, des implants de plus en plus petits, compatibles IRM 3 Tesla maintenant, et on a toujours pensé à la rétrocompatibilité, c'est-à-dire que tous nos processeurs fonctionnent avec tous les implants, et ce depuis 25 ans en arrière. Donc quand on sortira un futur implant en 2025, il fonctionnera avec les processeurs de 2055. Moi, je serai à la retraite et peut-être les jeunes audio seront encore là, j'espère. Là aussi, l'IRM, c'est quelque chose de récent dans l'implant. On ne se posait pas trop la question jusqu'à ce que Medel propose un aimant rotatif compatible à 3 Tesla. Pourquoi? Parce que l'IRM, c'est un examen médical absolument incontournable aujourd'hui. Vous passerez tous une IRM dans votre vie. Et avec les implants d'ancienne génération, vous pouvez avoir des risques de douleur, de démagnétisation, de dislocation de l'aimant. Et c'est donc un élément extrêmement important quand on conçoit un nouvel implant. Juste un petit exemple aussi du nouvel implant Synchrony 2 qui sera remboursé, j'espère, avant la fin du mois en France. Et là, on a pensé à nos chirurgiens pour leur simplifier la chirurgie avec une nouvelle sortie centrale du porte-électrode afin, encore une fois, de rendre le geste chirurgical plus facile, plus aisé pour les chirurgiens afin de s'adresser aussi à l'oreille droite ou l'oreille gauche. Un petit mot du traitement du signal sur une diapo. On est les seuls fabricants à proposer d'aller stimuler toute la cochlée, y compris la zone de l'apex qui code les fréquences graves, avec des électrodes plus longues que, j'ai envie de dire, que la moyenne, adaptées à la taille de la cochlée. Et nous utilisons un codage particulier à l'apex de la cochlée sur les 4 électrodes de l'apex. Et ça, c'est uniquement possible grâce à l'utilisation de sources de courant indépendants. C'est ce dont j'ai parlé en introduction. Voilà. L'autoplan, c'est quoi? C'est une tablette qu'on propose aux chirurgiens qui permet assez simplement, en à peu près 15 minutes, vous rentrez le scanner du patient, vous pouvez mesurer la taille de la cochlée en X, Y, Z, calculer la longueur du conduit et choisir l'électrode la plus adaptée à la taille de la cochlée. En post-op, vous rentrez les données post-op du patient, vous pouvez repérer la position des électrodes dans la cochlée en 3 dimensions. Vous pouvez rentrer ces données dans le logiciel. En fonction d'un audiogramme, par exemple résiduel, vous pouvez avoir la position tonotopique des électrodes exacte dans la cochlée. À partir de là, on pourra peut-être faire des programmations personnalisées pour l'implant. L'électrique acoustique, c'est un implant et une prothèse combinée. On a aussi été pionnier dans ce domaine avec les électrodes atraumatiques et l'utilisation de processeurs électriques et acoustiques, puisque cet appareil combine une fonction d'implant cochléaire, ici, classique, avec un embout acoustique et un module acoustique qui amplifie les fréquences graves dans un seul et unique appareil. Ça aussi, c'est quelque chose que vous connaissez bien maintenant. Et juste pour finir ma présentation, il reste 1 minute, on a évidemment pensé aux utilisateurs, à la connectivité, à la téléphonie mobile. Donc ça, c'est ce qui sort chez Medel à la fin du mois, j'espère que ce sera publié au JO. Un processeur avec une application connectée, de la connectivité sans fil, une nouvelle télécommande et tout un tas de possibilités que nous viendrons vous présenter dans les centres. Voilà, je pense avoir quasiment terminé. J'ai voulu vous faire un petit focus plutôt technologique. On pourrait parler pendant des heures de l'innovation et de ce qu'on fera aussi dans les années prochaines, mais on reviendra faire une table ronde dans 2 ou 3 ans pour parler des nouveautés. Merci. Merci M. Belaïev. Et donc, pour terminer, on va appeler M. David Véran pour la société Oticon Médical. Je crois qu'il faut que tu remontes ici. Tu dois avoir ta présentation là. Bonsoir à tous. Déjà, je souhaitais remercier Christian Renard et le bureau du collège. C'est un plaisir d'intervenir dans cette table ronde sur les implants. Je crois que c'est la première fois que vous le faites. Donc ça montre qu'il n'y a plus de frontières entre les implants cochléaires et les auditives. Et donc ça va au profit du patient. Il y aura vraiment une continuité de soins pour les patients. Donc la société Oticon Médical est la filiale du groupe William Demant. Donc ça avance pas, là, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. La société Oticon Médical, c'est la filiale du groupe William Demant.
qui est spécialisé dans le développement des implants cochléaires et des additifs ancrage osseux. Donc le groupe Demant, c'est un groupe danois qui est le leader mondial de la santé auditive, puisqu'il rassemble toutes les activités de diagnostic de la surdité, les additifs conventionnels, les solutions auditives implantables, la distribution et des sociétés comme Sennheiser qui travaillent sur des produits plus pour le système de communication dans les entreprises ou de gaming. Donc avant de parler plus d'innovation, je souhaitais revenir sur quelques données médico-économiques sur l'implant cochléaire en France. Il y a 60 000 implantations cochléaires par an dans le monde. En 2018, il s'est fait 1722 implantations dans 31 CHU. Sur ces 31 CHU, je crois qu'il y a à peu près 300 audioprothésistes maintenant qui interviennent comme régleurs. Donc les audioprothésistes sont de plus en plus impliqués dans les implants cochléaires. Les indications de l'HAS, elles sont bien identifiées. Donc c'est l'implant cochléaire pour les surdités sévères à profonde avec intelligibilité inférieure à 50%, à 60 décibels, en champ libre avec une aide auditive bien adaptée. Et l'implant cochléaire est inscrit sur la liste des produits et des prestations remboursables. Le prix de remboursement est de 20 200 €. La croissance du marché pour 2019 est estimée à plus 5%, donc c'est une croissance qui est inférieure aux pays développés. 32% d'implantation pédiatrique, 68% d'adultes, donc ça c'est des chiffres qui viennent du registre. 16,4% d'implantation bilatérale et 29% des patients implantés adultes sont équipés d'une aide auditive contralatérale. Là aussi l'importance du rôle de l'audioprothésiste. Donc cette table ronde est axée sur les innovations technologiques. Moi, je vais me concentrer un peu sur les innovations futures et parler aussi des nouvelles indications. Parce que si on améliore la technologie, on peut penser aussi que les indications d'implants vont évoluer. 134 millions d'euros, c'est le chiffre, c'est le revenu que consacre le groupe Demant dans la recherche et développement. Et forcément, une partie de cette recherche et développement va être dédiée aux implants cochléaires dans les prochaines années. Donc si on s'attache à regarder ce qui va se passer, ce qui se passe progressivement et ce qui va se passer au niveau de l'implant et de la technique chirurgicale, on travaille de plus en plus maintenant sur une planification chirurgicale à partir d'imagerie préopératoire et contrôle post-opératoire. En préopératoire, l'intérêt c'est d'individualiser le traitement, anticiper les cas difficiles, la variabilité de l'anatomie. Par exemple, on va faire un scanner pré-implant et on va pouvoir reconstruire la cochlée pour pouvoir anticiper par exemple un nombre d'électrodes, une insertion partielle. Par exemple, plutôt que 20 électrodes, on va insérer 15 ou 18 électrodes. En post-opératoire, ça permet aussi de valider la qualité de l'insertion et l'état traumatique, d'adapter, d'optimiser les réglages. Donc ça, c'est vraiment une orientation importante et la société Oticon-Médical développe le système Nautilus qui progressivement va permettre d'arriver à ces évolutions. En matière de contrôle de l'insertion, il y a plusieurs projets aussi qui commencent à se développer dans les CHU. C'est le monitoring par imagerie lors de l'insertion en utilisant une imagerie interventionnelle. L'insertion robotisée, il y a eu récemment les premières implantations robotisées à Paris, à Pitié-Salpêtrière et à Amiens. Et enfin les mesures EcoG. Et donc là aussi, l'intérêt c'est de réduire les insertions traumatiques pour avoir préservé les structures cochléaires et d'optimiser la trajectoire d'insertion de l'implant, contrôler la vitesse de pénétration de l'électrode dans la cochlée et l'effort d'insertion. Et enfin, on peut penser que les électrodes du futur, elles seront actives pour délivrer des substances pharmaceutiques, par exemple avec une approche curative en utilisant des corticoïdes ou des dexaméthasones pour éviter des phénomènes de fibrose ou régénérative. Au niveau du processeur externe, Oticon-Médical va bénéficier dans les prochaines années de la technologie d'Oticon, donc la plateforme Velox S, qui est aujourd'hui la plateforme la plus utilisée dans le monde, puisqu'on a 2,6 millions de patients qui utilisent cette technologie, avec donc l'Open Sound Navigator, la connectivité directe avec le 2.4 GHz et l'Open Sound Optimizer. Donc on va pouvoir intégrer dans l'implant cochléaire aussi la technologie d'Oticon, ça va se faire progressivement. Un projet aussi important qui tient à cœur est la réduction de l'effort d'écoute. L'objectif ici, c'est d'améliorer les performances dans le bruit pour offrir des plus grandes capacités cognitives aux utilisateurs, en particulier chez l'enfant en phase d'apprentissage. Et pour ça aussi, c'est important de développer, utiliser des tests pertinents comme le SWIR ou le VRB et des mesures objectives comme la pupillométrie. Il y a pas mal de projets aussi en France qui ont démarré depuis 2 ans sur la pupillométrie. Les EEG, le FNIRS, donc c'est des projets qui sont vraiment importants pour évaluer l'effort d'écoute. La meilleure appréciation de la musique aussi est demandée par les patients implantés cochléaires. Pareil, on a en collaboration avec le centre d'Eric Scholm au Danemark,
on va développer des nouveaux traitements adaptés à la musique. Et on a créé un groupe international de recherche sur la musique et les implants cochléaires pour justement arriver à ces nouveaux traitements qui seront encore mieux adaptés pour les patients implantés. Un point important aussi dans l'implant cochléaire, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours une frange de la population de patients implantés cochléaires qui ne performent pas bien. Donc là, l'objectif, c'est de traiter la variabilité des patients, surtout les low performers, et donc proposer des traitements individualisés grâce à la planification chirurgicale, donc ça c'est en pré-implant, adapter les paramètres de réglage, mais aussi concevoir des programmes d'entraînement de réhabilitation personnalisés et reflétant l'environnement réel du patient. Donc on a développé avec Apineuron le système qui s'appelle Auditico, qui a été présenté tout à l'heure dans la présentation précédente. Enfin, pour terminer sur les indications, 11% c'est le nombre de patients qui sont implantés en France dans le registre depuis 2011, qui ont été implantés en dehors des indications de l'HAS. Donc c'est possible pour une équipe, un centre d'implantation, d'implanter des patients hors indication, à partir du moment où c'est justifié par l'équipe médicale. Et donc on va voir que ces nouvelles indications sont de deux sortes. Premièrement, c'est les patients qui sont en limite d'indication au-dessus de 50% d'intelligibilité dans le silence, mais qui sont en grande difficulté dans le bruit. Donc là, c'est important aussi d'avoir des tests performants dans le bruit. Et l'apport de la pupillométrie aussi est important pour pouvoir objectiver l'effort d'écoute. Donc ça, c'est la première piste d'évolution des indications. Et la deuxième piste d'évolution des indications, c'est les surdités asymétriques, en particulier les surdités unilatérales avec acouphènes invalidants. Il y a une étude très intéressante qui a été faite en France qui a montré que les patients avec des surdités unilatérales avec acouphènes invalidants qui étaient implantés, justement, le fait d'être stimulés auditivement, ils oubliaient l'acouphène et on avait une disparition progressive de l'acouphène. Donc cette étude va permettre de déposer un dossier de remboursement. Donc les 4 fabricants vont déposer un dossier pour obtenir le remboursement de l'implant cochléaire dans ces indications de surdité unilatérale avec acouphène invalidant. Donc probablement en 2020, ça devrait être possible. Et la deuxième piste d'évolution des indications, c'est les surdités unilatérales. C'est des indications qui sont déjà reconnues en Allemagne. À titre d'information, il se fait 1,8 fois plus d'implantation de l'adulte en Allemagne qu'en France. Et on peut très bien penser que quand ça sera remboursé, de proposer aux patients le parcours suivant, un essai de cross, ensuite un essai d'aide auditive ancrage osseux et finalement, au final, si ça ne convient pas, de passer à l'implant cochléaire. Donc voilà, je vous remercie et place à la discussion. Merci pour votre présentation et puis votre ponctualité à tous les 4 d'avoir respecté les temps qui permettent effectivement de garder pas mal de temps pour les questions. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées qu'on peut regrouper. Il y en a une qui porte, et c'est ce que David Durand évoquait, sur l'élargissement des indications qui aujourd'hui reposent en France sur les critères de la Haute Autorité de Santé et sur les recommandations de la SFORL, mais dont toutes les équipes savent qu'elles devront évoluer compte tenu du bénéfice potentiel de l'implantation dans des surdités. Si on peut faire peut-être un tour de table, tous les 4, quelles sont d'après vous les évolutions à venir et les indications qui sont hors critères aujourd'hui, au-delà des 50% d'intelligibilité, et sur quelle base audiométrique vous conseillez aux audioprothésistes d'orienter les patients vers des centres d'implants pour avis d'implantation? Vous m'entendez? Oui. Ça revient un peu à ce que je disais dans la présentation. Déjà, c'est les patients qui sont en dehors des indications dans le silence. Par contre, ils sont extrêmement gênés dans le bruit, dans la vie de tous les jours, au travail. Et donc là, effectivement, c'est l'équipe médicale qui va voir si le patient est suffisamment gêné pour pouvoir faire un bilan pré-implantation. Et là, encore une fois, l'importance des tests dans le bruit. Et après, sur les surdités unilatérales, effectivement, avec acouphènes, ça a été bien prouvé scientifiquement. Il y a plusieurs études en Allemagne, en Belgique aussi, et en France avec l'étude qui a été faite à la Pitié-Salpêtrière et à Lille, où là, on a montré qu'il y avait un apport de l'implant cochléaire sur les surdités unilatérales avec acouphènes. C'est moins évident pour les surdités unilatérales sans acouphènes, où le PHRC qui a été fait par l'équipe de Toulouse n'a pas montré de grandes évidences cliniques pour le moment, qui justifierait un nouveau remboursement. Je voulais rajouter un commentaire. C'est que la HAS en France, ils sont extrêmement difficiles, si je puis dire, comparé à d'autres organismes européens, peut-être comme en Belgique.
Et les études médicales et coûts-économiques qu'on leur fournit, souvent, ils les trouvent souvent insuffisantes. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'ils nous limitent l'indication vraiment de manière très très sélective, avec peut-être même un niveau de remboursement qui sera inférieur, parce qu'ils pourront peut-être dire que finalement, on fait peut-être aussi bien avec une prothèse Contro, un cross ou autre. Donc, c'est quand même pas gagné l'extension des indications. Par contre, en Belgique... Peut-être aussi un autre commentaire, je pense quand même que ce n'est pas seulement nécessaire d'agrandir les indications, mais aussi augmenter la connaissance. Parce qu'ici en France, vous avez la chance d'avoir la bilatérisation pour les adultes, mais même le taux d'implantation, c'est très bas, même si le remboursement est là. Et aussi le dépistage pour le néonatal, pour les enfants, c'est encore très bas comparé des autres pays. Donc je pense qu'il y a même encore une opportunité de faire agrandir la connaissance des indications du ACS. Au niveau on parle des surdités unilatérales, moi j'ai un commentaire à rajouter sur la motivation des patients en fait, puisque sur les cas de surdité unilatérale, on a des résultats très hétérogènes, mais il faut aussi prendre en compte le fait que l'implant cochléaire n'est pas magique, et on en revient à ce dont vous parliez sur la connaissance de l'implant. Ça demande du travail et clairement je pense que les audioprothésistes qui connaissent bien leurs patients sont totalement en capacité de juger aussi en partie si le patient va être en mesure finalement d'avoir cette motivation nécessaire pour vraiment investir cet implant. Parce que ça ne se fait pas d'un coup, il faut l'investir, il faut du travail, donc c'est aussi important. Les indications c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a une question sur les tests audiométriques et les bilans que doit faire l'audioprothésiste pour orienter un patient vers un centre d'implant dans le cas notamment, dans les surdités profondes c'est assez évident, mais dans des surdités plus légères telles qu'il est noté. Quelles sont les recommandations que vous donnez pour un audioprothésiste qui suit un patient et qui, dans le cas du suivi ou d'une situation de renouvellement d'appareillage éventuellement, pense que le patient est peut-être en indication et veut orienter? Quel test auditif avec l'appareillage auditif? Une vocale dans le silence et dans le bruit, classique. Je pense que l'audioprothésiste doit se restreindre à un bilan assez simple, c'est après plus de référer le patient au centre d'implant, et c'est là au centre d'implant où ils vont faire un bilan beaucoup plus poussé. Mais déjà, si l'audioprothésiste commence à aborder la question de l'implant cochléaire avec le patient, ça c'est déjà un premier pas important, quoi. De voir qu'il y a quelque chose après. On est en limite d'appareillage, de pouvoir aller un peu plus loin. C'est vrai qu'on entend encore beaucoup de patients dire qu'ils ont entendu parler de l'implant très tardivement, et certains même disent qu'ils y sont arrivés presque par hasard, par eux-mêmes. Et on le voit souvent même sous les forums là, du CISIC ou autre. Donc ça veut dire qu'il y a encore des patients qui ne sont pas adressés, qui ne remontent pas vers le centre d'implantation. Après, il y a peut-être des centres d'implantation plus ou moins open, entre guillemets, open mind sur les nouvelles indications. Ça a toujours été comme ça. Il y en a qui sont un peu plus... on va pas dire cow-boy, mais plus ouvert sur les indications, et d'autres plus stricts, plus conservateurs. On l'a vu sur l'implant pédiatrique de l'enfant et le bilatéral, où il y avait des gens qui disaient ça ne sert à rien d'implanter la deuxième oreille, il ne faut pas le faire, il faut attendre, il y aura des nouvelles thérapies, etc. etc. Il y a une question sur la bimodalité. Qui souligne le fait qu'actuellement, dans les systèmes bimodaux, donc un appareil conventionnel et un implant controlatéral, où la bimodalité, elle repose essentiellement sur soit les utilisations de streaming pour connecter simultanément les outils connectés avec le processeur de l'implant et le processeur de l'appareil, sur éventuellement quelques traitements du signal, mais il y a assez peu de stratégies communes dans les implants et l'appareillage chiffre. Quelles sont d'après vous les évolutions à venir sur ce domaine-là? La question, je pense, qui est soulevée, c'est comment on équilibre le mieux possible, comment on exploite le mieux possible les restes d'une surdité sévère contrôlatérale avec un appareillage conventionnel avec l'implant contrôlatéral. Donc, dans les évolutions, certainement, le beamforming binaural sera certainement quelque chose qui sera de plus en plus appliqué, aussi pour les solutions bimodales. Je pense aussi, même d'avoir le streaming de l'un côté, mais encore avoir l'opportunité de scanner l'environnement du bruit. Ce sont des options qui sont déjà en cours aujourd'hui.
Mais de plus en plus qu'on voit les personnes bimodales, ils vont déjà demander plus de solutions. Et je suis certain en futur qu'on va encore combiner des plateformes de plus en plus qu'on voit déjà maintenant dans la majorité des implants. Ok. Il y a quand même une grosse différence entre le traitement du signal d'un implant et celui d'une prothèse, même au niveau des AGC, au niveau de la manière dont le signal d'entrée est traité. Donc faut déjà maximiser au maximum les performances de l'implant et après, je pense, optimiser le réglage de la prothèse pour elle apporte un plus au patient. Voilà. Oticon a développé un algorithme de réglage de l'aide auditive contralatérale avec une université américaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est accessible. Effectivement, après, c'est plus au niveau de la perception du patient. Probablement, l'implant cochléaire prend le dessus rapidement sur l'aide auditive. Par contre, il ne faut pas que l'aide auditive vienne perturber l'implant cochléaire et vice-versa. Donc voilà, tout ça, c'est à l'appréciation de l'audioprothésiste. En tout cas, voilà, on a développé un protocole d'adaptation bimodale. Chez AB, donc, faisant partie du groupe Sonova, on a travaillé avec Phonak sur la bimodalité et on a aujourd'hui déjà une aide auditive qui s'appelle Naïda Link et qui travaille complètement avec le processeur d'implant Naïda CI. De l'autre côté, quand je dis complètement, c'est-à-dire qu'il y a une formule de réglage dans le système Target qui est dédiée entièrement aux porteurs d'implants. Et on a aussi la compatibilité au niveau des accessoires, mais on a aussi les 4 microphones, donc les 2 microphones des aides auditives, mais les 2 microphones de l'implant qui vont travailler ensemble pour notamment appliquer des traitements de signaux comme le stéréo zoom qui va finalement prendre les apports des deux côtés et utiliser cela pour mieux zoomer et apporter de la compréhension dans le bruit. Donc tout ça aujourd'hui chez AB Phonak, ça existe déjà. Et c'est déjà fait, on a de très bons retours là-dessus. Aujourd'hui évidemment, on va vers ce que je disais tout à l'heure, des processeurs qui vont sur la plateforme Marvel et qui seront compatibles avec une prothèse type Link comme ce qui existe aujourd'hui, mais qui sera aussi sur la plateforme Marvel. Et dans ce cas, on aura aussi la connectivité. Et là, on ne parle même plus d'accessoires, puisqu'on a la connectivité sans les accessoires, le traitement du signal qui est là, l'utilisation des 4 micros. Donc, voilà. Il y a une question sur la raison pour laquelle les réglages se font tous à l'hôpital. Et est-ce qu'en tant que fabricant, vous ne pensez pas que les services apportés aux patients seraient supérieurs si les patients étaient suivis dans des laboratoires d'audioprothèse ? C'est une question un peu délicate. On n'est pas vraiment acteur de ce choix-là dans tous les cas. Aujourd'hui, la réglementation et le système de remboursement, de toute façon, ne permettent pas les réglages dans les centres d'audioprothèse. Maintenant, il est vrai que les cohortes sont de plus en plus importantes dans tous les centres concernés, que du coup, ça devient de plus en plus compliqué pour tous les patients d'avoir des rendez-vous, il y a un suivi post-activation qui est vraiment très régulier au départ et qui s'espace un petit peu. Je pense qu'on va aussi, comme disait mon collègue de Cochléaire tout à l'heure, vers des réglages peut-être à distance, pourquoi pas, peut-être chez les audioprothésistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste un sujet un peu flou encore et qu'on en reste sur les CHU. Oui, c'est vrai que c'est les chefs de service d'ORL et les experts à l'HS qui ont les clés de cette question. Après, on voit effectivement qu'il y a une saturation dans les centres d'implants. Il y a de plus en plus d'audio qui proposent de venir faire des réglages. Mais bon, il y a des problèmes de salle, des problèmes d'organisation, donc de formation, effectivement. Donc on va vers une saturation et c'est vrai que nous, on serait tout à fait enclin à former des audioprothésistes en dehors de l'hôpital pour des audioprothésistes experts qui auraient la possibilité au moins de voir les patients, peut-être pas au début, mais au moins 2 ans, 3 ans, 4 ans après, quoi. Sinon, l'autre solution, c'est le développement de centres satellites dans des centres hospitaliers ou dans des structures satellites comme on a l'IFIC à Paris. Et là, effectivement, c'est un bon moyen de désengorger les centres d'implantation pour tous les patients au-delà de 2 ans, 3 ans, 5 ans d'implantation.
Il y a beaucoup de pays où les audioprothésistes peuvent le régler. Donc la France est un cas un peu à part. Il y a même des pays où il n'y a pas de régleur et c'est les fabricants qui règlent tout. Donc, en Afrique du Nord, par exemple, au Maroc, il n'y a pas de régleur, il n'y a pas d'audioprothésiste qui règle. Tout est fait par les fabricants. Et je pense que c'est pas bien, forcément bien non plus, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de contrôle clinique. Nous, évidemment, on a une éthique, mais il n'y a pas d'interface entre le régleur et l'implanteur. Donc, je trouve que... J'espère qu'en France, ça va bouger, mais ça va sûrement bouger, puisqu'on a vu les courbes, les cohortes. On est à 1800 patients implantés par an, donc ça fait 18 000 sur 10 ans, ça fait 34 000 sur 20 ans. Les renouvellements, les futurs, donc il y aura des 50, 100 000 patients dans 20 ans. Donc il faudra bien des audios pour les régler. Donc il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a que peut-être 10% d'audioprothésistes qui règlent l'implant. C'est à peu près 200 en France, je pense, qui ont la culture, si je puis dire, de l'implant. Donc il faudra qu'il y en ait plus aussi. Il faudra éviter les catastrophes aussi, parce qu'on sait très bien qu'un patient qui est mal réglé, un aimant qui n'est pas changé, ça peut être une explantation, etc. Donc ça nécessite quand même une grosse formation. Il faut que ce soit encadré sérieusement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la technique, les possibilités sont déjà là. C'est plutôt une question réglementaire pour faire. Mais comme dit, dans beaucoup d'autres pays c'est déjà le cas. Donc ça va prendre un peu de temps. Alors, j'interviens un petit peu au nom du collège pour vous informer ce que souhaite le collège. C'est que le collège a proposé au niveau des pouvoirs publics et au niveau de la commission d'enseignement, derrière les études d'audioprothèse, d'avoir une habilitation de spécialité avec une formation complémentaire qui serait destinée à la prise en charge pédiatrique et au réglage d'implants. Et donc qui serait une formation qui viendrait donc se placer après le diplôme d'État et une formation sur 1 an qui permettrait à des audioprothésistes d'être formés pour être habilités au réglage d'implants et à la prise en charge pédiatrique. Actuellement, la loi française permet à tous les audioprothésistes de prendre en charge de la pédiatrie. Il n'y a pas de législation en ce qui concerne l'implant. Par contre, il y a des autorisations d'exercice de diplômés étrangers comme les Espagnols qui ne sont pas formés à la pédiatrie et qui viennent travailler en France avec des mesures compensatoires, avec des stages, mais qui n'ont jamais eu de formation pédiatrique. Donc c'est pour ça que nous, collège, on demande au pouvoir public une habilitation pédiatrique en accord avec les centres hospitaliers, mais qui serait aussi une habilitation pédiatrique et implant, donc moyennant une formation complémentaire d'1 an derrière le diplôme d'État. Et le diplôme d'État, donc à ce moment-là, limiterait donc la prise en charge de l'appareillage, mais que pour les adultes et les enfants à partir d'un certain âge. Voilà. Je pense que c'est une super initiative. Par contre, il faudra qu'après, la position de régleur dans l'hôpital soit valorisée et soit reconnue, quoi. C'est bien d'avoir des gens bien formés, mais après, il faut que dans le centre d'implant, ils aient une valorisation à juste titre, quoi. C'est-à-dire qu'en premier lieu, la profession d'audioprothésiste, tu sais bien, David, que déjà la profession d'audioprothésiste n'est pas reconnue en tant que telle par la Sécu. Même en tant que libéraux, on est fournisseur de la LPP. Et quand on va travailler dans les hôpitaux, on est obligé de nous rattacher à une autre profession, soit orthophoniste, soit... et donc moi, pour avoir travaillé longtemps au niveau des réglages d'implants, j'ai été orthophoniste du 2e grade, et donc et on est rattaché à une autre profession, parce que l'École nationale de santé donc, nous donne pas du tout, nous cite pas sur la classification hospitalière, et la Sécu ne reconnaît pas en tant qu'audioprothésiste. Quand on regarde sur Amélie les professions, pour avoir les professionnels par profession, nous on est classé dans les fournisseurs de la LPP. Donc on est mélangé avec des tas de fournisseurs mais on n'est pas classé en tant qu'audio. Donc c'est pareil, c'est une autre chose que demande le collège, c'est que les audioprothésistes soient reconnus en tant qu'audioprothésistes. Une autre chose intéressante sur ce genre d'initiative, c'est aussi de dire qu'on réglerait finalement l'implant et l'aide auditive dans le même lieu, puisqu'on parlait de bimodalité tout à l'heure. Et clairement, aujourd'hui, c'est vrai que ce soit côté audioprothésiste ou côté régleur d'implant au CHU, c'est une contrainte de ne pas pouvoir régler les 2 appareils au même endroit. Et vraiment des 2 côtés. Donc c'est vrai que l'initiative d'avoir le réglage des 2 appareils au même endroit, c'est un gros plus. Ça se fait déjà en Belgique et c'est très bien vu de tous les côtés. On sait que le taux d'implantation et l'évolution du taux d'implantation en France est très inférieur à ce qu'il devrait être. Il est inférieur à d'autres pays européens ou extra-européens. Comment
vous pouvez conseiller, on regarde de l'expérience que vous avez dans les autres pays, justement ces pays avec des chiffres plus favorables, aux audioprothésistes, on ne parle pas de ceux qui règlent dans les centres d'implant, mais d'audioprothésistes qui exercent en laboratoire. Qu'est-ce que vous conseillez en attitude face à des patients en termes d'information, d'orientation, etc., pour essayer d'améliorer le recrutement de patients et l'orientation efficace de patients vers l'implantation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'une manière soit générale, collective pour notre profession, soit individuelle après en relais dans les laboratoires? Je pense que de façon générale, les patients sont très réceptifs aux témoignages. Alors nous, en tant que constructeurs, on ne peut pas les mettre en avant, ce n'est pas du tout notre rôle. Déjà parce que c'est bien qu'ils aient des témoignages de toutes les marques confondues et qu'en tant que constructeur, en général, on a des témoignages de notre marque. Mais le témoignage est de différentes personnes, les encourager à ne pas écouter le témoignage d'une seule et unique personne, puisque chacun a son expérience. Mais ça leur parle vraiment, c'est des gens qui vont leur donner des situations réelles. Et malgré tout, en tant que constructeur, on peut leur faire la description des produits qui existent, des techniques qui existent, des appareils auditifs compatibles qui existent, des accessoires qui existent. Tout ça, on peut leur décrire, mais ça ne va pas leur parler. Alors que quelqu'un qui va expliquer à un parent, mon enfant est implanté, voilà comment il se développe, il va à l'école normalement finalement parce que le langage s'est très bien développé et qu'il s'est très bien intégré, ben ça va leur parler. Donc je pense que les rediriger vers des associations, c'est extrêmement efficace. Et je pense aussi de faire plus des sessions comme ceci, de parler au grand public au niveau audioprothésiste de l'implant, juste la connaissance générique de l'implant, des indications. Je pense que ça va certainement aussi aider à orienter, à avoir une certaine connaissance de base. Nous avons fait une étude externe avec une société juste vers les audioprothésistes pour mieux comprendre les contraintes, les niveaux de connaissance. Et par exemple, une moitié des audioprothésistes pensaient qu'il y a une âge limite pour l'implant cochléaire. Il n'en a pas une âge limite. Je pensais que l'âge environ c'était 72 ans, mais donc il n'y a pas d'âge limite. Donc, pour la moitié des audioprothésistes, quand quelqu'un de 75 entre avec une solution auditive qui ne marche pas, il n'y a pas d'une solution pour toi. Il y a une solution. Donc, de faire plus des choses comme ça va certainement aussi aider. C'est vrai qu'en France, on a un taux d'implantation qui est plus faible en moyenne que les autres pays européens. Alors il y a peut-être un problème d'organisation des centres, peut-être qu'il n'y a pas assez de régleurs, pas assez de... Il y a comme un bottleneck, un entonnoir qui fait que les patients ne sont pas implantés, il manque d'anesthésistes, il y a aussi des problèmes d'organisation dans certains centres. Mais quand on va se promener en Belgique, moi j'y vais de temps en temps, en Allemagne, et quand on voit les centres d'implantation, c'est autre chose. Hein. Vous allez à Hanovre, ils en font 400, 500 par an, il y a des audiologistes à tous les coins de porte, quoi. Je veux dire, il y a des salles de réglage, des cabines, ils ont un niveau d'organisation qui est quand même assez incroyable. Et sinon, effectivement, il faut faire plus de sessions comme celle-ci et notre travail auprès des audioprothésistes, de formation. Il n'y a pas que les audios, il y a les orthophonistes, les médecins ORL de ville, et puis voilà. Je pense qu'il y a un point intéressant aussi, c'est le référencement. C'est-à-dire quand vous êtes en face d'un patient, si vous êtes par exemple dans une ville qui est en dehors d'un CHU, est-ce qu'il faut référencer le patient à son ORL en ville ou est-ce qu'il faut l'envoyer directement au centre d'implant à 150 km de chez vous? Donc ça c'est toujours assez délicat. En priorité, effectivement, il faut l'adresser à son ORL de ville. Mais si on voit qu'au bout de quelques mois, le patient, l'ORL de ville est contre l'implant, ou il n'est pas suffisamment informé, ou il va dire que l'implant c'est expérimental ou c'est réservé aux enfants, c'est là à vous aussi à prendre les choses en main et à dire voilà, aux patients, allez consulter quand même au centre d'implantation, parce que souvent il y a un blocage au niveau des ORL de ville. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle des ORL de ville, mais... J'avais oublié un point, c'est que le système français interdit la publicité. Donc nous, fabricants, ne pouvons pas communiquer directement aux utilisateurs. Les brochures ne doivent même pas montrer les produits. On ne doit pas montrer l'implant. C'est un dessin stylisé, un contour d'oreille, mais on ne doit pas montrer le produit. Facebook interdit, Instagram interdit, tout est interdit. Alors, donc comment aller recruter entre guillemets des patients, au bon sens du terme, pour les faire remonter vers les centres d'implantation? Nous, on n'a pas le droit. Alors que dans beaucoup de pays européens, l'accès direct aux patients est possible. Voilà. Chez nous, c'est interdit. Donc je pense que ça joue sur la limitation du marché.
Ça souligne bien, je pense, l'importance du rôle des audioprothésistes dans leur laboratoire, dans l'information qui est faite auprès des patients, des familles de patients, et le rôle que vous jouez auprès de nous comme étant aussi vecteur d'information, de transfert d'informations, d'associations, etc. Donc l'occasion de vous remercier encore tous les quatre pour votre présence et tous ces renseignements. Merci à vous.